Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation Christian Colbeau. Cette année, nous avons décidé d'aborder la question de l'addiction à l'Internet pour diverses raisons. La première étant qu'avec la naissance du CSAPA, il y a maintenant 3 ans, nous avons fait une offre de soins vis-à-vis des jeux et c'est une file active qui grossit très régulièrement. Nous nous sommes dit qu'il était sans doute bon d'y réfléchir. D'autre part, l'ARS organise des formations aux jeux pathologiques, formations qui ont un caractère obligatoire. C'est-à-dire que 2 intervenants de chaque CSAPA sont obligés de se former selon les canons de l'ARS, c'est-à-dire une formation à orientation exclusivement cognitivo-comportementale. Comme vous le savez peut-être, ici nous abordons plutôt les choses selon une référence psychanalytique ou pour le moins psychopathologique. Même si maintenant tout le monde connaît l'Internet, il faut quand même savoir que l'utilisation d'Internet est tout à fait récente. Je vais reprendre très rapidement l'histoire de l'Internet. Cela commence en 1967 avec une première conférence sur ce qui s'appelait à ce moment-là, l'ARPANET. En 1969, 4 universités américaines sont connectées, 23 en 1971. L'appellation d'Internet date de 1983 et en 1989, ce sont 100 000 ordinateurs qui sont connectés. Le protocole World Wide Web, les WWW, date de 1990 et c'est ce qui a permis une diffusion exponentielle, c'est-à-dire que ce n'était plus la peine de rentrer des lignes de code. Ce qui donne 1 million d'ordinateurs connectés en 1992, 36 millions en 1996, 370 millions en 2000. Les derniers chiffres, aujourd'hui, avec les tablettes et les smartphones connectés, ce sont environ 3 milliards d'individus qui sont connectés, soit 40% de la population mondiale et 1 milliard de sites disponibles. L'Internet que nous utilisons tous les jours n'a au mieux qu'une quinzaine d'années. C'est un adolescent, et ce n'est peut-être pas pour rien que ce soit les adolescents qui se le sont appropriés de façon assez naturelle. D'ailleurs, le marqueur de la sortie de l'enfance est aujourd'hui la possession d'un smartphone connecté et 95% des 12-18e ans en France possèdent un téléphone mobile. Bien sûr, on peut s'interroger sur l'impact de ces usages, sur ce que nous appelons les digital natives, ceux qui sont nés avec l'Internet. À l'heure des montres connectées, est-ce que nous n'allons pas assister à la naissance d'un sujet connecté en permanence ? Que cela suscite des incompréhensions, des inquiétudes voire des abus, voilà qui n'est pas surprenant. Le net, comme ses usages, est encore un adolescent qui cherche ses marques, qui ne connaît guère le risque et qui s'y engage volontiers corps et âme. Pour autant, l'Internet s'est imposé de façon plus ou moins insidieuse, plus ou moins difficultueuse pour les plus âgés d'entre nous, dans notre vie quotidienne et il nous rend de précieux services. C'est d'abord un formidable outil de socialisation qui, à travers de nombreux sites et les réseaux sociaux, peut permettre par exemple de contrecarrer le consumérisme traditionnel. Certains pensent même qu'il pourrait faire émerger une véritable démocratie directe. Mais c'est aussi un facteur déterminant du processus d'individuation-séparation, processus si important pour les adolescents et qui est rendu si difficile depuis que les familles sont réduites à leur plus simple expression. Les plus jeunes et les plus isolés y trouvent une écoute, des réponses, une socialité extrafamiliale qui ne peuvent que leur être bénéfiques. C'est aussi, bien sûr, un outil de diffusion culturelle, facilement accessible et les adolescents, comme les adultes d'ailleurs, ne s'y trompent pas, puisque cela concerne plus de la moitié des connexions. Nous ne parlerons pas de l'illégalité, des téléchargements ou de l'envahissement publicitaire. Enfin, et il ne faut pas l'oublier, l'Internet est un formidable outil de connaissance et de diffusion du savoir. Tout un chacun l'aura déjà expérimenté. Le net est l'encyclopédie du XXIe siècle, et les adolescents l'utilisent largement. Bien sûr, de l'aide aux devoirs au copier-coller, il n'y a qu'un pas qui hérite bien des enseignants. Ce paysage idyllique ne saurait être sans ombre, toute image ayant son revers. De l'usage à l'abus, certains ont pris les devants et la psychologue américaine Kimberly Young a décrit Internet addiction, dès 1996. En République populaire de Chine, on enferme les addicts à l'Internet dans des camps de rééducation coercitifs. En Corée du Sud, qui se targue d'être le pays le plus connecté au monde,
On ouvre des cliniques spécialisées et on légifère sur l'accès aux jeux en réseau. C'est ce qu'ils appellent la loi Cendrillon, qui a été promulguée en début d'année et qui oblige à couper automatiquement l'accès au réseau des joueurs de moins de 15 ans entre minuit et 6 heures du matin. Ce sont les jeux en ligne, massivement multijoueurs, qui sont dans le collimateur. Ces jeux sur Internet s'inspirent des jeux de rôle. Dissimulés derrière un avatar, le joueur s'allie à une communauté d'autres joueurs pour progresser dans le jeu. Mondialisés, ces jeux multijoueurs ne connaissent pas d'heure, décalage horaire oblige, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur le sommeil, la scolarité et les relations avec les parents. Les garçons en sont beaucoup plus friands, 62% contre 31% pour les filles. Il faut savoir que des messageries instantanées sont présentes sur ces jeux. Elles permettent la communication entre les joueurs et 40% d'entre eux affirment ainsi lier de véritables amitiés, non seulement virtuelles, mais aussi in the real life, comme ils disent, et on estime à 5% environ les joueurs abusifs, ceux qui sont no life. Au Japon, on les appelle les hikikomori. Ils restent parfois cloîtrés durant des mois dans leur chambre, refusant toute autre forme de communication. Au Japon, une prise en charge spécifique a été mise en place, elle s'effectue par le biais d'une thérapie familiale, des éducateurs passant directement au domicile et des thérapeutes réunissant la famille chaque semaine. Il faudrait aussi parler des adultes et notamment des jeux d'argent qui se trouvent facilités par la prolifération des casinos virtuels. On pourrait parler aussi du sexe, qui représente près d'un tiers des recherches sur Google. Pour autant, pouvons-nous parler d'addiction à l'Internet ? Ce qui est la question d'aujourd'hui. Pour ma part, je suis enclin à penser que l'addiction, comme tout symptôme, n'est que la réponse du sujet à une problématique psychique qui est souvent assez transparente chez les adolescents. Ces nouvelles technologies de l'information et de la communication répondent en miroir aux exigences de performance et à l'idéal qu'attendent les parents et le social de ces enfants qui se raréfient. L'addiction honnête, si elle existe, comme tout symptôme est une solution provisoire même si elle peut perdurer, à la difficulté d'assumer la condition humaine dans un monde qui exige l'excellence. Le débat est ouvert. Envisager les pathologies de l'image, comme des risques psychosociaux, Sophie Joël. Je vais vous proposer un petit déplacement sur lequel je m'expliquerai par rapport à la notion d'addiction. Je vous proposerai d'envisager les pathologies de l'image. J'expliquerai aussi ce que j'entends par là comme des risques psychosociaux. J'ai tout de suite accepté de participer à ce colloque parce que la question de l'addiction ou des pathologies de l'image me semble rendre nécessaire le croisement entre les approches sociologiques et psychologiques. Je travaille dans une problématique de socialisation, c'est-à-dire de construction des identités sociales dans lesquelles les médias jouent un rôle de répertoire des modèles d'identité, mais aussi des modèles de mise en scène de l'identité. La socialisation, en tant qu'elle structure les comportements individuels, est un processus qui est indissociablement psychique et social, psychique et politique, et je m'inscris volontiers dans la perspective ouverte par Norbert Elias, dans le processus de la civilisation des mœurs ou dans son autre ouvrage Sport et civilisation, la violence maîtrisée, pour qui le processus de socialisation est un processus que l'on doit envisager de façon séculaire. Processus séculaire qui vise au contrôle des émotions et qui est réalisé grâce à une double pression, une double action, celle du politique, de l'État qui a progressivement sur 4 ou 5 siècles construit à travers la police, la sécurité ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. Mais ce contrôle des violences, il n'est possible que parce que les individus intériorisent les objectifs de ce contrôle dès l'enfance. Je travaille personnellement depuis de longues années sur les relations entre les jeunes et les médias, c'est-à-dire à la fois sur l'offre des médias pour la jeunesse, ce que les médias proposent aux jeunes et sur les pratiques des jeunes. Depuis le premier ouvrage que j'ai coécrit, qui s'intitulait Les écrans de la violence, responsabilité sociale et enjeux économiques, je souhaite travailler sur une approche systémique qui prenne en compte à la fois la stratégie des opérateurs médiatiques et les pratiques des jeunes et qui travaille cette relation en miroir dont Christian Colbeau parlait tout à l'heure. L'enquête que j'ai publiée en 2011 dans le livre Parents ou médias, qui éduque les préadolescents, était consacrée aux médiations sociales ou parentales, qui encadrent la relation des jeunes aux médias. Donc,
Je ne m'inscris pas dans une perspective d'effet direct et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les médias participent à la construction des identités, mais les propositions qu'ils sont amenés à faire sont encadrées, particulièrement chez les jeunes, par le contexte parental et aussi par le contexte social ou même politique, je veux dire par là, les modalités de régulation de ces médias. J'ai ouvert depuis 2 ans un nouveau chantier de recherche autour de ce que j'appelle les pathologies de l'image. J'évoquerai dans un premier temps l'image et ses passions, la relation passionnelle que nous avons ou que les sociétés humaines ont avec l'image. Je m'expliquerai ensuite sur les pathologies de l'image, à partir de quelques expériences de ce qui me semble relever d'expériences de désubjectivation. Enfin, j'essaierai de développer l'idée du fait que les images d'aujourd'hui, celles qui circulent sur le web, sont des vecteurs de risque social, mais en même temps des supports de médiation possibles pour donner les moyens de sortir des usages pathologiques, justement de l'image. Je commencerai donc sur le rapport passionnel que nous avons avec les images, que beaucoup d'entre nous, et que beaucoup de sociétés ont avec les images. Je partirai d'un constat, c'est la difficulté à dialoguer sereinement des images et plus encore des pathologies de l'image, que j'entends non pas comme pathologie interne aux images, mais comme des usages déréglés des images. La notion d'addiction est au cœur de ces relations non sereines, puisqu'elle a le don de braquer et de radicaliser des postures et d'ailleurs la plupart des spécialistes français. Vous me direz évidemment le débat qui va suivre aujourd'hui infirmera ou confirmera mon diagnostic, mais les spécialistes français sont plutôt relativement prudents sur son usage. Notamment un des spécialistes des addictions, Marc Valeur, a plutôt tendance à dire que les phénomènes addictifs sont plutôt rares chez les adolescents, quand bien même l'inquiétude publique et médiatique se focaliserait sur les adolescents. Les phénomènes addictifs apparaissent après l'adolescence, chez les jeunes adultes, et il parle plutôt d'usage excessif. En même temps, il élargit la notion dans son ouvrage sur les nouvelles formes d'addiction. Il consacre notamment un chapitre particulièrement volumineux à l'amour, avant d'en venir aux formes considérées aujourd'hui comme pathologiques d'addiction au sexe, et il les inscrit dans l'imaginaire des contes et des mythes, notamment Tristan et Iseut, ce qui finit par donner une dimension culturelle et romantique qui les rend presque désirables, ces addictions. Un avis de l'Académie des sciences morales et politiques sur les écrans et les jeunes réduit l'éventuel impact d'une addiction aux jeux vidéo à un découplage, je cite, des modulateurs de la dopamine, qui ne concernerait qu'1% des joueurs de jeux vidéo. Je veux dire par là que cette distance qui est mise ici, vis-à-vis de cette notion d'addiction, nous incite peut-être à réfléchir, à élargir avec d'autres notions que celle d'addiction. Ce que dit notamment l'avis de l'Académie des sciences morales et politiques, dont je critique par ailleurs certains des présupposés ou certaines des affirmations, ce qu'ils disent, et c'est un argument qui revient souvent dans le débat, c'est que la plupart des addictions aux écrans recouvriraient à 86% d'autres facteurs de morbidité, troubles de l'humeur, troubles obsessionnels et compulsifs, etc. Les cliniciens, en même temps ceux qui rencontrent des individus qui souffrent de ne pouvoir se séparer des écrans et de ne pouvoir prendre de distance avec des images, certains d'entre eux n'hésitent pas à utiliser la notion d'addiction pour évoquer l'imprégnation des images dans l'imaginaire, notamment des adolescents. Le problème, c'est que l'évocation de ces phénomènes d'imprégnation, d'envahissement imaginaire est assez mal vécue par les amateurs de ces imaginaires, en particulier les amateurs de jeux vidéo, qui sont aussi les meilleurs connaisseurs de ces jeux et qui voient dans cette pathologisation de certains usages des jeux vidéo une remise en cause du jeu vidéo dans son intégralité et la marque d'une stigmatisation. Effectivement, Christian Kolbo soulignait le caractère récent de l'Internet et le sentiment que n'ont pas les sociologues, à vrai dire, que les jeunes connaîtraient mieux l'Internet que les générations plus âgées. Sur le jeu vidéo, il est évident qu'il y a une dimension culturelle dont il nous faut tenir compte, du fait que le point de vue que l'on a sur le jeu vidéo peut différer selon le goût que l'on a pour ces univers. La relation aux images est une relation passionnelle, parce que c'est aussi une relation subjective. J'évoquais le cas des amateurs de jeux vidéo, mais on peut généraliser et notre imaginaire est de longue date, tissé de références médiatiques. Il paraît très raisonnable d'avoir des attitudes qui puissent être critiques vis-à-vis de l'image, sans remettre en cause l'entièreté de nos relations avec l'image. Je pense que c'est le but vers lequel nous pouvons espérer aller,
Et en même temps, je dois témoigner du fait que concrètement c'est souvent difficile, tant le débat et le dialogue sont vifs et font naître des susceptibilités. J'ai été très intéressé par l'hypothèse de Jack Goody, dans son livre sur la peur des représentations, d'une ambivalence cognitive vis-à-vis des images et donc d'une relation profondément ambivalente des humains vis-à-vis de l'image. Cette dimension conflictuelle du rapport à l'image prend des proportions plus grandes dans une société telle que la nôtre, où le visuel occupe une place plus en plus prépondérante. Son hypothèse, c'est le fait que la différence entre la chose, sa présentation et sa représentation, le fait que la représentation d'une chose peut se référer à une chose absente, par définition, elle ne se réfère jamais exactement à la chose, elle n'est jamais exactement la chose, mais elle renvoie à elle. Elle pourrait tout aussi bien renvoyer à une chose qui n'existe pas. Je simplifie un peu son ouvrage. Et c'est de cela qu'il tire l'idée de contradiction cognitive ou d'ambivalence cognitive. Ce qui frappe Goody dans cet ouvrage, c'est l'inégale distribution des images dans les différentes sociétés, certaines iconophiles, d'autres iconophobes en dehors même du monde occidental. C'est un phénomène qu'il a étudié notamment autour de la représentation des fleurs. Cela m'a beaucoup intéressé, parce que l'on sort de la question de la représentation de la violence et du sexe, qui est pour nous au cœur de nos inquiétudes contemporaines. Il fait un lien entre la relation qu'une société construit vis-à-vis de l'image, son discours sur les images avec la présence de l'écriture, en insistant à la fois sur la différence fondamentale pour lui entre texte et image. C'est un problème méthodologique très important, car nous avons tendance, notamment les sémiologues, les philosophes également, à analyser l'image comme étant un texte, par la métaphore du texte. Il insiste sur le fait que le texte et l'image sont profondément différents et que l'écriture, qui introduit le texte, introduit dans la pensée et dans la production symbolique. L'écriture introduit une rupture dans les sociétés et cette rupture, la présence de l'écriture, permettrait de construire un discours plus explicite vis-à-vis des images. Je schématise un peu, c'est notamment à partir de cette idée-là, de l'écriture dans le décryptage du pouvoir de l'image que je souhaiterais travailler. Notamment parce que cela rend compte aussi des appréhensions cliniques. Le projet sur lequel je travaille, je l'ai monté notamment à partir de la clinique d'un pédopsychiatre, le Dr Claude Aiguevive, pour lequel la clinique l'inciterait à penser qu'il y a un lien entre certaines vulnérabilités aux images et certaines dispositions vis-à-vis de l'écriture ou d'autres formes de symbolisation. Qu'est-ce que j'appelle pathologie de l'image ? Nous avons des centaines de rapports qui ont été produits au niveau européen, sur les mésusages des images ou du web et des images sur le web, notamment le projet eKids Online, qui montre, entre autres choses, que les jeunes Français sont particulièrement exposés aux images sexuelles. Les jeunes Français sont particulièrement exposés aux images sexuelles, mais il y a eu un rapport qui est sorti l'an dernier en Grande-Bretagne, qui s'appelait Porn is Everywhere, qui disait que finalement cela devient très difficile de travailler sur la question de l'impact des images pornographiques, puisque le web est envahi par ces images, la pornographie est partout et donc il devient compliqué d'y référer quelques impacts précis. Je prendrai quelques exemples qui vont nous faire un petit déplacement, quelques exemples de pathologies liées à des usages mal réglés des images. Ce sont des exemples sans exhaustivité. Le premier exemple auquel je pense est celui du happy slapping. Lundi dernier, au Mans, des garçons adolescents ont filmé l'agression d'une jeune fille par une autre jeune fille, l'ont mise sur Internet, je crois sur Facebook, peut-être sur YouTube également, et la vidéo aurait été vue 10 000 fois selon France 3, qui a cependant décidé de ne pas montrer la vidéo. Une enquête est ouverte. C'est juste un exemple, les collèges sont pleins de ce genre de phénomène. Qu'est-ce qu'il met en évidence ? Qu'est-ce qu'il peut nous permettre d'illustrer comme forme de pathologie de l'image ? Entendu au sens d'usage déviant, c'est-à-dire contraire aux normes de la société globale, induit ou dans l'usage de l'image ? Face à une agression entre deux filles, les jeunes qui se trouvent autour se sont mis en situation de spectateurs vis-à-vis de cette violence et ils ont visionné au lieu d'intervenir. Juridiquement, c'est de la non-assistance à personne en danger, mais on peut aussi voir bien sûr l'absence d'empathie que cela suppose vis-à-vis des victimes. Une indifférence à la situation des deux jeunes filles, alors qu'à la fois par l'âge et la proximité puisqu'ils étaient tout proches, ils auraient pu intervenir et sans que l'on puisse envisager non plus le fait d'avoir peur.
Nous avons beaucoup de cas de personnes qui n'osent pas intervenir dans une agression parce qu'ils ont peur. Il semblerait que là, ce n'était pas le cas. La désensibilisation face à la violence réelle peut venir de différents facteurs, mais ici, elle est agie, notamment par la détention de l'appareil photo. C'est l'appareil photo en tant qu'écran, qui est venu construire un écran vis-à-vis de la sensibilité, vis-à-vis des autres. Le second usage déviant, c'est le fait qu'ils aient posté la vidéo, vraisemblablement comme un moment amusant, excitant et effectivement elle a eu un grand succès, transformant donc la souffrance d'une jeune fille en spectacle. Le deuxième exemple, ce sont les défis Facebook qui fascinent aussi pas mal les médias et qui constituent un fait social. Des individus se lancent un défi sur Facebook et doivent le réaliser, même s'il est dangereux, pour ne pas perdre la face, le réaliser et se faire filmer, l'important étant l'image et non pas la réalisation. Je veux dire le plus important. Des accidents sont survenus, notamment un adolescent qui s'était jeté à l'eau, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans le sud-ouest, en accrochant son vélo à son pied pour ne pas le perdre, donc ayant oublié les lois de la pesanteur. C'est une affaire particulièrement triste puisqu'il est mort noyé. La dimension pathologique ici s'analyse à partir de la prééminence accordée à la fois au regard du groupe, mais du groupe supposé. Là, ce n'est pas le groupe qui est présent, mais c'est le groupe qui est supposé, la communauté Facebook qui va regarder et admirer, être témoin du passage à l'acte et la priorité, la prééminence donnée au spectacle, la dimension du spectacle qui est offert au groupe, la soumission volontaire à une injonction absurde, au risque d'une souffrance de son propre corps et d'une mise en danger. La réalisation de ces chaînes de défis peut avoir des dimensions humanitaires. Ils ne concernent pas seulement des adolescents, ces phénomènes, ils concernent aussi des jeunes adultes, qui peuvent parfois faire intervenir des objectifs humanitaires pour légitimer finalement la dimension sacrificielle. Le troisième exemple que je prendrai est celui de passage à l'acte inspiré par des images pornographiques. Je m'appuie pour ce faire notamment sur la clinique du Dr Egvive et certaines de ses expertises, où apparaît le fait que des représentations imagées, qu'elles proviennent de jeux vidéo ou de vidéos pornographiques en particulier, lorsqu'elles constituent un imaginaire dominant pour des adolescents, pouvaient inspirer, et souvent à leur insu, des comportements d'agresseurs sexuels. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.